Je dois vous informer aussi qu'on a eu quelques petites modifications dans le programme. Vous avez sur les flyers que vous avez pu voir, vous avez en conférence inaugurale le professeur Bruno Falissard, qui devait nous parler des médecines complémentaires. Et malheureusement, le professeur Falissard actuellement est dans un avion qui revient d'Amérique et il ne pourra pas parler à 9h30, c'est-à-dire maintenant, et il vous parlera uniquement à 15h. On a prévu de l'accueillir à 15h, ce qui va nous forcer à permuter dans le programme, à permuter son intervention, sa conférence, avec le film concernant le cannabis thérapeutique, licite ou illicite. Et donc c'est par ça qu'on va commencer. Je vais vous le présenter un petit peu parce que cette vidéo qu'on a fait, la vidéo de deux étudiantes d'un master qui s'appelle ETIRES à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il s'agit d'Anaïs Duport et Marion Girardot qui ont fait ce master. Et ce master est une formation professionnelle en éthique appliquée, c'est-à-dire une formation qui traite de questions d'éthique appliquées à l'environnement, à la responsabilité sociale. Ce sont des questions qui sont théorisées avant de devenir des compétences, et tout ça au moyen d'une pédagogie qui est basée sur des mises en situation. Ce qui veut dire que Marion et Anaïs sont venus nous trouver, nous, au CNRD, avec Odile Perrin, la documentaliste, et on a fait l'objet d'un entretien parmi d'autres professionnels. Et dans le cadre de ce travail, ces entretiens ont eu lieu et ont permis à Marion et à Anaïs d'exposer une problématique que vous allez découvrir. Alors, c'est une problématique qui mobilise des connaissances ou des rappels en philosophie, en sciences humaines. C'est peut-être pas toujours très naturel pour nous de nous affronter à ça, mais vous allez, en suivant bien et avec attention, vous allez pouvoir percevoir le fond de cette réflexion. Et c'est un travail qui est intéressant à deux titres, en particulier parce qu'il nous montre les difficultés qu'on a, qu'on peut rencontrer en tout cas en employant certains médicaments antalgiques. Ici, l'exemple est le cannabis, mais vous allez voir que c'est transposable à beaucoup d'autres produits antalgiques, et d'ailleurs Daniel Hannequin va vous en parler cet après-midi, ces antalgiques qui peuvent faire peur et poser problème. Et ensuite, c'est exposé à la vertu de nous resituer, nous les soignants, face aux exigences des institutions et face aux demandes des patients. Ça interroge aussi les conditions de la convergence patient-soignant qu'on décrit maintenant dans les processus de coaction. Alors je vous propose de découvrir cette intervention. On va passer le film, il dure environ 23 minutes. Il n'y aura malheureusement pas de débat ou de modération autour de ce film-là dans l'immédiat, sauf si vous voulez poser, s'il y a quelques questions qui surgissent. Mais on pourra peut-être en reparler cet après-midi dans le cadre de la session médicaments, Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Donc Marion Girardot et moi-même, Anaïs Duport, avons réalisé ce travail dans le cadre de notre master d'éthique appliquée et de philosophie. Donc au cours de ce master, nous avons effectué une mission de terrain auprès d'un professionnel afin de répondre à une question posée par ce dernier avec un point de vue éthique et philosophique. Donc pour ce faire, nous avons notamment mené des entretiens et fait un oral de restitution dont vous avez ici donc un aperçu. Notre mission nous a été confiée par Serge Perrault, qui est médecin de la douleur à l'hôpital Cochin. Donc il travaille dans un centre de la douleur qui accueille des patients douloureux chroniques et qui se caractérise par une approche que l'on nomme biopsychosociale, c'est-à-dire qui considère la douleur comme un mal à la fois du corps, de l'esprit, mais qui prenne aussi en compte la dimension sociale du patient. Donc la question initialement posée par Serge Perrault était la suivante. Que doit faire le soignant lorsqu'il est confronté à un patient qui utilise le cannabis pour soulager ses douleurs chroniques? Donc cette question est au croisement de plusieurs éléments. D'abord, la nécessité pour le soignant de soulager la douleur, mais aussi l'interdit par certaines normes juridiques et également morales qui pèsent sur le cannabis, mais également la possibilité de certains risques. On voit donc que cette question suppose une prise de position de la part du médecin et qu'elle représente en quelque sorte un dilemme éthique. On a donc choisi d'axer notre développement autour de cette problématique. En quoi l'usage thérapeutique du cannabis par des patients douloureux chroniques doit-il nous amener à repenser le rôle du soignant dans son rapport aux normes et aux patients? Donc pour répondre à cette question, on a cherché dans un premier temps à comprendre quelle était la spécificité de la douleur chronique et en quoi il fallait la distinguer notamment de la souffrance, afin de montrer que cette distinction donnait lieu à des incompréhensions entre soignants et patients. Dans un second moment, on a cherché à montrer que cette insuffisance de soulagement de la douleur chronique
donner lieu à des mécanismes de défiance, puis de déviance, et donc à une rupture du lien thérapeutique. Et donc on expliquera ce qu'on entend par défiance et déviance, en montrant que l'exemple du cannabis s'inscrit dans ce mécanisme. Et enfin, dans un dernier temps, on essaiera de comprendre la position délicate du soignant, et donc de montrer qu'il se trouve en fait pris entre différentes normes, entre différents discours, et donc on essaiera de répondre à la question de Serge Perrault, en montrant qu'il est nécessaire de repenser la pratique médicale à l'aune de l'éthique, mais également de repenser l'institution qui l'encadre. Donc, dans un premier temps, on a cherché à approfondir ce qu'était la douleur chronique, quel était son lien avec la souffrance, et à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de patients douloureux chroniques ne se sentaient pas suffisamment soulagés. Donc, pour cet axe, les entretiens ont été très importants puisqu'ils nous ont permis de recueillir les différents points de vue et de constater qu'il y avait en fait une opposition entre d'une part le corps soignant et d'autre part les patients. Donc on a adopté une vision volontairement schématique, mais pour bien comprendre cette opposition. Du point de vue des soignants, l'approche la plus fréquente de la douleur est en quelque sorte réalisée selon un paradigme technique. C'est-à-dire qu'on considère d'abord la douleur comme un objet quantifiable, qu'il faut par exemple mesurer sur une échelle. On a également un arrière-plan qu'on appelle dualiste, c'est-à-dire qu'on considère une scission entre le corps et l'esprit, et on a donc tendance à faire de la douleur soit un mal complètement physique, soit un mal complètement psychologique, en ayant du mal à penser l'alliance des deux. Et donc enfin, avec cette conception de la douleur, on a tendance à apporter une réponse d'abord médicamenteuse, qui convient dans certains cas, mais qui occasionne des effets secondaires et qui ne permet pas de traiter la souffrance en elle-même. Donc on voit bien que ce paradigme présente des lacunes pour prendre en charge la douleur chronique, qui est en fait le plus souvent accompagnée également de souffrance. Donc en effet, comme l'a dit Anaïs, c'est ce dualisme classique qui oppose le corps à l'esprit qui nous empêche de penser la douleur chronique comme une alliance entre douleur physique et souffrance. Donc il s'agit de prendre en compte la dimension de souffrance dans la douleur chronique et de penser la douleur comme une expérience qui bouleverse la vie de la personne douloureuse. Donc du point de vue des patients, la souffrance isole et elle est liée à différentes figures de la séparation avec autrui, mais aussi avec soi-même, c'est-à-dire avec la personne que j'étais avant. Donc il y a une forme d'incommunicable dans la douleur, on ne peut ni comprendre ni aider, il y a une forme de solitude. Il y a aussi une forme de souffrance psychique qui est liée à l'expérience de l'insubstituable et parfois au sentiment d'être élu pour la souffrance. Et tout cela témoigne d'une insuffisance de l'approche technique qui ne suffit pas car les douleurs persistent. Donc c'est ce qui nous a conduit à conclure à la nécessité d'une approche holistique de la douleur chronique qui prenne en compte toutes les dimensions du vécu du patient. Donc on a choisi d'opposer ces deux points de vue à partir d'éléments conceptuels, une opposition entre la médecine expérimentale de Claude Bernard qui traduit une approche technique de la douleur qui est celle qui est prédominante aujourd'hui, et l'idée d'une subjectivité affectée, théorisée par Paul Ricoeur, qui prend en compte cette dimension de souffrance. Donc cette approche holistique de la prise en charge de la douleur, elle se distingue du paradigme technique de la médecine expérimentale telle qu'elle a été présentée par les lectures scientistes de Claude Bernard. Donc dans son introduction à la médecine expérimentale, Claude Bernard, qui est un médecin et un physiologiste français du XIXe siècle, explique que l'observation clinique, c'est-à-dire l'observation de la maladie au chevet du malade, ne doit pas prendre le pas sur la physiologie qui fait de la médecine une véritable science. Et en fait, c'est cette hiérarchisation-là qui a ouvert la voie à une lecture scientiste des textes de Claude Bernard, selon laquelle il suffirait de savoir ou de connaître pour agir, et donc d'avoir des connaissances sur une maladie pour guérir un patient. Donc, pour penser cette approche holistique de la prise en charge de la douleur à l'encontre du paradigme technique issu de ces lectures scientistes de Claude Bernard, il nous a semblé incontournable de penser la douleur comme étant aussi une souffrance. Donc c'est pourquoi on a trouvé intéressant le texte de Paul Ricoeur, qui est un phénoménologue français du XXe siècle, qui s'appelle « La souffrance n'est pas la douleur », et dans lequel on trouve l'idée que la douleur chronique est une expérience existentielle, c'est-à-dire qui touche le malade en tant que sujet. Donc ça nous permet de penser la subjectivité affectée, c'est-à-dire de penser la souffrance dans toutes ses dimensions en tant qu'elle affecte la vie du sujet dans son ensemble, c'est-à-dire ses gestes du quotidien, sa vie au travail, sa vie de famille, sa vie de couple, etc. Et donc ça ne pourrait se restreindre à un mal physique, et c'est pour ça que Ricoeur parle d'expérience totale.
Donc on s'est rendu compte que c'est cette difficulté du paradigme technique à prendre en compte cette dimension de souffrance associée à la douleur chronique qui oblige les patients douloureux chroniques à se détourner de la médecine traditionnelle pour apaiser leur douleur autrement. Il y a quelque chose qui est vraiment ressorti de nos entretiens, c'était que les patients douloureux chroniques étaient prêts à tout pour apaiser leur douleur quand la médecine traditionnelle ne le pouvait pas. Donc on s'interrogera maintenant sur les conséquences du paradigme technique sur la relation thérapeutique entre le soignant et le patient douloureux chronique. Les patients douloureux chroniques, on a pu le constater, se sentent parfois abandonnés, voire méprisés par la médecine traditionnelle et technique, qui ne parvient pas toujours à soulager leur douleur. Donc en effet, le paradigme technique ne leur permet pas d'être reconnus comme des sujets souffrants. Or, on pense que c'est dans ce défaut de reconnaissance des sujets souffrants que se joue ce que nous allons essayer de vous exposer par la suite, c'est-à-dire le passage à la défiance et à la déviance. Donc c'est pourquoi il nous a semblé que les travaux d'Axel Honneth, qui est un philosophe et un sociologue allemand contemporain, pourraient enrichir notre recherche. Donc Aksel Honneth étudie le déni de reconnaissance dans la perspective selon laquelle, dans nos sociétés contemporaines, la reconnaissance est le besoin central des individus. Il fait ce constat à l'aune de ce qu'il appelle le mouvement d'individuation, qu'il pense être caractéristique de la modernité, c'est-à-dire un mouvement dans lequel chacun possède des droits inaliénables, parmi lesquels celui de faire reconnaître sa différence. Donc dans cette perspective, on peut comprendre pourquoi les situations de déni de reconnaissance pour le patient douloureux chronique sont considérées comme injustes, voire insupportables, parce qu'elles reviennent à nier l'identité même du sujet, et donc elles s'apparentent à un mépris douloureux, voire à une mort psychique et sociale. Donc c'est la perspective de Honneth qui nous a permis de penser l'absence de reconnaissance des patients douloureux chroniques comme sujet souffrant, comme facteur qui engendre une rupture dans la relation thérapeutique et donc un détournement vers d'autres médecines. Donc on a identifié deux phases dans cette rupture. D'abord une phase de défiance qui découle d'une inadéquation entre la norme et la réalité vécue. Et cette inadéquation est à l'origine d'une défiance que l'on pourrait définir comme un jugement porté sur l'institution, une rupture dans le dialogue entre le soignant et une rupture avec le soignant, et une rupture dans la relation de confiance avec le soignant. Donc ça peut concrètement se traduire par des choses que l'on n'ose pas dire, de peur de ne pas être pris au sérieux, d'être réprimandé, d'être infantilisé, ou de s'entendre dire qu'on pourrait supporter la douleur si on le voulait. Donc la deuxième étape que nous avons identifiée, c'est le passage d'un rapport de défiance à un rapport de déviance, c'est-à-dire le passage d'une défiance intersubjective, donc qui se joue à l'échelle individuelle entre le patient et le médecin, à une échelle sociale, donc par rapport à une normativité reconnue, qui est celle d'une institution. Les déviances, donc le passage à l'acte de la défiance qui prend une forme socialisée, ça peut être au travers d'associations de patients, de pratiques thérapeutiques non conventionnelles. Elles ont tendance à déresponsabiliser l'institution de son devoir de soin et donc à remettre en question sa légitimité à soigner. Dans ce rapport de déviance, les médecines alternatives sont dites non conventionnelles parce que les patients se détournent de la médecine traditionnelle qui ne les soigne pas. C'est pour ça qu'on a ici choisi de parler de médecine alternative et non pas de complémentaire. On dit également de certaines associations de patients qu'elles favorisent la déviance car elles visent à ce que les patients puissent se conseiller entre eux sur des pratiques qui sont jugées illégales par l'institution qui apaiseraient leur douleur. Et donc il s'agit d'une contestation de normes juridiques et institutionnelles en vigueur. Donc le rapport de déviance, il est nécessairement une co-création ou pour reprendre les termes d'un sociologue américain de la deuxième école de Chicago qui s'appelle Howard Becker, la déviance, c'est une interaction entre l'individu et l'institution. Comme le souligne Becker, il n'y a déviance qu'au regard d'une norme effective qui est véhiculée et validée par une institution. Or, il nous a semblé que ce mécanisme de déviance était pertinent pour penser l'usage thérapeutique du cannabis, puisqu'on retrouve bien un processus de co-création. Autrement dit, c'est parce qu'il y a des interdits qui sont à la fois moraux et juridiques qui ne semblent pas légitimes du point de vue des patients qu'il y a une déviance. Et donc, l'usage du cannabis est co-créé par l'interdit juridique, d'une part, et la volonté des patients de se soulager, d'autre part, ce qui en fait une forme de déviance. Et donc, on s'est rendu compte également que ce terme de déviance, s'il indiquait une opposition entre d'une part la norme institutionnelle et d'autre part l'action des patients, ce terme de déviance avait également une connotation négative ou péjorative qui sous-entendait une forme de jugement moral, à savoir la déviance est moralement condamnable.
Et donc on a voulu insister sur cette dimension morale, mieux la comprendre, mais aussi mieux la déconstruire, pour essayer de penser le cannabis comme étant une substance finalement thérapeutique, une substance qui a aussi des risques. Et donc on a essayé d'adopter un discours objectif et d'aller voir un peu de plus près quels étaient les effets de cette substance. Donc on a des bienfaits qui sont d'abord des bienfaits antalgiques, mais on a également aussi tout un ensemble de propriétés qui aident à mieux vivre la douleur chronique. Par exemple, l'usage du cannabis facilite le sommeil, stimule l'appétit ou encore favorise la détente musculaire. Et donc, comme on a montré, dans la douleur chronique, on a aussi toute une dimension de souffrance qui affecte l'ensemble de la vie de l'individu. Et donc, dans ce cas-là, ces effets-là sont aussi très bénéfiques pour le patient douloureux chronique. Mais comme toute autre substance, on a aussi des risques qu'il ne faut pas minimiser. On peut notamment avoir des risques psychiatriques, des risques d'addiction ou encore des risques qui sont liés à la combustion, qui peuvent être donc des complications pulmonaires ou cardiovasculaires. Et donc, cette balance entre risque et bienfait doit nous amener à penser le cannabis comme étant une substance comme les autres, ce qui nous amène à déconstruire la distinction entre drogue et médicament, c'est-à-dire que le cannabis n'est pas en soi une drogue ou un médicament, c'est l'usage que l'on en fait qui va déterminer si l'on se situe du côté d'une pratique qui est néfaste ou au contraire d'une pratique qui peut apporter des bienfaits. On peut par exemple penser au terme grec de pharmakon, qui signifie à la fois remède et poison, et qui permet donc de penser le cannabis comme étant une substance ambivalente qui présente à la fois ces deux aspects, ce qui nous permet également de réaffirmer l'importance de l'encadrement, puisque si une substance peut avoir à la fois des bienfaits ou des risques selon la manière dont elle est consommée, ça réactive l'importance de la place du soignant auprès du patient. Et donc, pour récapituler, on a vu que l'institution construit la déviance au même titre que l'individu. Donc on a ces deux acteurs qui s'opposent et le soignant, lui, est pris entre ces deux acteurs. Il est à mi-chemin puisqu'il doit à la fois respecter les normes institutionnelles mais également soulager le patient. Et donc il occupe une position délicate entre ces deux. Ce qui nous a amené dans un dernier temps à essayer de répondre à la question de Serge Perrault en repensant la pratique médicale à l'aune de l'éthique et en essayant de voir également son rapport avec l'institution. Donc dans un dernier temps, on a cherché à s'intéresser à la posture du soignant en considérant d'abord les différentes normes qui encadrent sa pratique. Donc on s'est aperçu qu'il y avait tout d'abord une norme morale autour du cannabis qui, même si elle n'est pas présente chez tous les soignants, imprègne globalement la société. C'est la norme qui veut que le cannabis soit moralement condamnable, qu'il soit associé par exemple à la toxicomanie. Et donc c'est une norme qui pèse, qui est une norme de l'opinion publique et qui peut intervenir dans la pratique du soignant. Du point de vue juridique, on a un conflit de normes entre d'une part le Code de la santé publique qui dit que l'incitation à consommer du cannabis est un délit et donc qui interdit de présenter le cannabis sous un jour favorable. Et d'autre part, on a la loi Leonetti II qui dit que le soulagement de la douleur est un devoir du soignant. Tout ça accompagné de la déontologie médicale qui dit également que c'est un devoir de soulager le soignant. Et donc on voit bien ici qu'il y a un conflit de normes entre ces deux injonctions et qu'il y a donc une nécessité de questionner cet environnement normatif. Pourquoi pas de le mettre à distance et donc de hiérarchiser, de voir quelle norme va être la plus pertinente. On a également vu que cette complexité se retrouvait au niveau des différents discours que l'on a pu entendre au cours des entretiens. Et on s'est aperçu qu'en fait, les discours avaient tous des modes de légitimation différents, c'est-à-dire que du point de vue de l'acteur, il était tout à fait légitime de tenir ce discours, mais qu'en réalité, ces discours ne parvenaient pas à s'entendre. Donc par exemple, du point de vue de l'institution, on a un discours qui considère d'abord le point de vue de la prévention des risques, et donc qui trouve sa légitimité dans le fait de protéger l'ensemble de la population. Tandis que du côté des patients, on a un discours qui considère d'abord l'efficacité de la substance utilisée et qui trouve sa légitimité du fait que si une substance me soulage, alors il est légitime que je l'utilise. Et donc enfin, on trouve le soignant qui est pris entre ces deux discours et surtout ces deux nécessités, puisqu'il doit à la fois prévenir les risques, ce que l'institution essaie de garantir, et d'autre part soulager les patients.
Et donc on comprend bien ici que la posture du soignant est à mi-chemin entre plusieurs normes, plusieurs discours qui encadrent sa pratique et donc la rendent problématique. Ce qui fait que pour essayer de trouver une réponse à la question posée par Serge Perrault, il faut essayer de tirer les conséquences de cet environnement normatif pour la pratique médicale, mais aussi pour l'institution qui véhicule ces normes. Donc il s'agit effectivement, à l'aune de ces réflexions, de repenser l'action du soignant. Pour ce faire, on aimerait introduire une distinction entre la morale, qui est ce qui est prescrit et qui est interdit, et l'éthique, qui est processuelle, c'est-à-dire qui s'inscrit dans un processus de discussion et de décision. Et on pense que la singularité des individus implique nécessairement une réflexion éthique. Aussi, il nous a semblé que le concept d'homme prudent, tel qu'il a été défini par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, donnait une résonance pratique à notre propos. Donc, dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote cherche à définir l'action éthique comme pratique. C'est à partir de la définition d'Aristote de l'homme prudent que nous avons choisi de faire une analogie avec le soignant, parce qu'on pense que les caractéristiques de l'homme prudent s'appliquent au soignant et qu'il est intéressant de penser le soignant comme un homme questionnant les normes. L'homme prudent, chez Aristote, c'est celui qui a la capacité de saisir le singulier et de fixer la règle qui est appropriée au cas. Donc autrement dit, l'action éthique n'est pas régie par un corpus de normes prescrites et prescriptives, elle est une manière d'agir qui est celle du prudent. Mais on a vu que se départir des normes, ce n'était pas une chose aisée, et le soignant est pris dans cette multiplicité des discours normatifs contradictoires dont on a parlé. Donc si l'on veut pouvoir repenser la pratique médicale, il faut également pouvoir repenser l'institution. En effet, on ne peut se contenter de fonder la nécessité d'une éthique, mais il faut tirer les conclusions des insuffisances qui ont été perçues sur le plan institutionnel. Donc tous les contextes institutionnels, on l'a vu, ne permettent pas le recours à l'éthique, puisqu'ils ne garantissent pas forcément l'autonomie du soignant et donc sa capacité à délibérer au-delà des normes en pratique. Donc il faut repenser l'institution à l'aune de l'éthique. Dans cette perspective, la défiance doit être un moteur de changement pour l'institution et l'amener à questionner ses propres normes. Et la norme se déplace grâce à la déviance et à la défiance qui devraient être prévenues par les institutions. Et donc, pour finir, on a cherché à tirer les conclusions de cette analyse sur un plan un peu plus pratique, puisque c'est aussi l'objectif de notre master, c'est d'apporter des pistes de réflexion concrètes et donc également des recommandations pratiques aux professionnels qui nous sollicitent. Donc, on a constitué 3 types de recommandations. Des recommandations à destination des soignants, d'autres pour les équipes douleurs et enfin pour les institutions. Donc tout d'abord pour les soignants, que l'on a distingué des équipes douleurs puisqu'en fait ils disposent de moins de temps pour recevoir les patients et donc ont un lien un peu moins important avec eux, on a pensé 3 recommandations. Tout d'abord d'informer davantage sur les centres douleurs puisque on a actuellement une prise en charge insuffisante de la douleur chronique qui se caractérise notamment par une grande errance thérapeutique. Et donc, on a tout à gagner à orienter davantage les patients vers ces centres qui sont les seuls à proposer une prise en charge biopsychosociale qui, on l'a vu, permet de mieux prendre en charge la douleur. En ce qui concerne la rupture du lien thérapeutique dont on a parlé, il est essentiel que le soignant puisse garantir la confidentialité à son patient afin de rétablir le dialogue. Autrement dit, lorsque le patient vient voir le soignant en avouant qu'il consomme du cannabis, il faut qu'il puisse se sentir en confiance et donc qu'il soit dans une relation en quelque sorte de confidence. Alors, au cours d'un entretien, une personne nous a notamment suggéré de ne pas inscrire dans le dossier médical que le patient consommait du cannabis. C'est une mesure que l'on peut discuter, mais ça fait partie des exemples qui nous ont été donnés. Et enfin, au sujet de la distinction entre drogue et médicaments qu'on a cherché à déconstruire, cette déconstruction doit passer par un discours objectif du soignant qui doit essayer de considérer de manière objective les bénéfices et les risques afin de mieux encadrer son patient et donc ce qui implique de mettre de côté les convictions personnelles, sa religion, ses valeurs morales, etc. La deuxième série de recommandations qu'on a établies, elle s'adresse plus spécifiquement donc aux équipes douleurs. C'est une série de recommandations qui a pour but d'encourager et de développer des pratiques déjà existantes, enfin d'encourager des pratiques déjà existantes. Donc d'abord, on recommande de prendre les décisions en collégialité lorsqu'un problème éthique qui porte sur un patient usant du cannabis se présente, ce qui permettra aux soignants de prendre le recul nécessaire sur les normes et sur les discours dans lesquels ils se trouvent pris.
Ensuite, on recommande d'instaurer des moments pour échanger sur ces pratiques et les difficultés que l'on rencontre et ainsi valoriser la pluralité des savoir-faire thérapeutiques et donc des expériences. Parce qu'on a remarqué que c'était une particularité des centres de la douleur, cette pluriprofessionnalité qui permet et donc favorise un échange d'expériences, une entraide, des moments de conseil dans un milieu qui est difficile, où il est parfois compliqué de faire la part des choses entre compassion, c'est-à-dire souffrir avec, et empathie, donc qui se définit plutôt comme comprendre et accompagner. Donc ensuite, pour ne pas fermer les yeux sur une pratique qui est existante, on recommande d'essayer d'encadrer au mieux l'usage du cannabis avec des conseils très pratiques adressés aux patients. Par exemple, promouvoir l'ingestion ou la vaporisation plutôt que la combustion, ne pas mélanger avec de la nicotine, etc. Et donc dans un dernier temps, pour les institutions dont on a montré qu'elles avaient une part de responsabilité dans la déviance du cannabis, on a adressé des recommandations. Donc d'abord pour les hôpitaux, il nous a semblé qu'ils pouvaient avoir une responsabilité vis-à-vis des associations, puisqu'on l'a vu, c'est dans ces associations que se retrouvent souvent les patients qui ne se sentent pas compris ou abandonnés par la médecine. Et on a donc une rupture du lien. Et donc un dialogue restauré avec les associations permettrait de mieux comprendre les attentes des patients et d'optimiser au mieux la prise en charge. En ce qui concerne l'État, il nous semble essentiel d'enrichir la formation des soignants avec des sciences humaines, puisque si on recommande d'adopter une posture éthique, cette posture ne peut se mettre en place sans un minimum de fondement en sciences humaines qui permet donc de développer cette pratique. Également, il nous semble important de financer davantage de recherches sur le cannabis, puisque c'est un gros point noir en France. On a très peu d'études, ce qui donc empêche d'avancer sur le sujet et ce qui contribue également à diaboliser la substance, à mal la connaître. Et enfin, dans un dernier temps et en guise de conclusion, on aimerait que la douleur devienne un enjeu de société, c'est-à-dire que l'État la mette au cœur des préoccupations juridiques, des recherches, des structures de soins, ce qui permettra par la même occasion d'avancer sur la question du cannabis, puisque si on comprend l'importance de la prise en charge de la douleur chronique, on légitime par là même d'ouvrir des débats sur des substances comme le cannabis. Merci beaucoup pour votre attention. Et pour plus d'informations, vous trouverez un rapport complémentaire qui sera publié sur le site du CNRD. Merci.